Hello et bienvenue dans le premier épisode du podcast Enlightune. Je suis Chloé, cofondatrice d'une agence de promotion musicale. Et dans ce podcast, j'invite des artistes pour parler musique, mais pas que. Et parce que j'adore connaître les histoires derrière chaque chanson, chaque clip, chaque album et surtout chaque personne, ce podcast vous permettra de mieux connaître ceux qui composent le paysage musical. Alors aujourd'hui, je reçois ce qu'on appelle un couteau suisse de l'industrie. Musicien, DJ, compositeur électropop et fondateur du label de musique lyonnais Riptide Records, Antoine Chambre me fait l'honneur d'être mon premier invité. Bonjour Antoine. Bonjour Chloé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci d'être l'invité de mon premier épisode. Alors Antoine, j'avais une petite question déjà. Quand est-ce que tu dors ? Voilà, j'essaye la nuit, mais pas toujours. Ouais. Non, en vrai, il suffit de trouver un équilibre. Donc en ce moment, ça se passe, j'arrive à bien dormir. Ouais, par rapport à toutes tes casquettes, ça se passe bien ? Ça se passe bien, c'est plutôt à la rigueur, ça pourrait être le stress qui peut empêcher de dormir, mais j'arrive à trouver des moments pour dormir et j'ai pas trop de soucis là-dessus. Donc je dors bien. Ok, bon, ça me rassure. Pour faire une petite rétrospective, alors Riptide Records, ça existe depuis 2017. Aujourd'hui, en termes d'artistes et d'écoute, vous cumulez à peu près 900 millions de streams, c'est ça ? Tout à fait. Et à ce jour, vous avez une vingtaine d'artistes en édition ou en prod. Ouais, alors artistes actifs, parce qu'en réalité, il y a les artistes avec lesquels on a travaillé depuis 2017. C'est plus les actuels. Voilà, qui sont plus forcément avec lesquels soit ils ont arrêté, soit on est sur des cycles différents, donc soit ils sont en phase de composition, ils ne sortent pas forcément d'actualité en ce moment, soit ils ont décidé de changer de structure pour voir ailleurs. Oui, ça arrive. Ouais, tout à fait. Ce qui fait que, on va dire, à l'heure actuelle, on a un roster d'artistes réellement actifs. On en a à peu près 7. Après, on a à peu près 800 œuvres en catalogue qu'on défend. Okay. On a une petite particularité, c'est qu'on fait de l'édition, on fait du label, mais on gère aussi d'autres labels. Ce qui fait qu'en réalité, ça fait beaucoup d'artistes. Encore beaucoup de travail. C'est ça. J'ai une super équipe, donc tout va bien. Ok, c'est l'essentiel. L'équipe... C'est ça. The member is the boss, comme on dit. C'est ça. Ok, donc parmi les artistes un peu actuels que tu as au sein de ton label, on peut citer Charlotte Fever, le duo Edgar, After Geography ou encore les Suédois Tomod. Comment est-ce que tu définirais le style de ton label ? Ce serait plutôt électropop, indie touch, French touch ? Sachant qu'il y a des Suédois, donc peut-être pas trop French touch. Ouais, alors paradoxalement, c'est les Suédois qui sont le plus French touch dans le roster. Ah ouais ? Mais ceci étant, je pense qu'initialement, on pouvait mettre une étiquette sur nous, parce qu'à la toute base, on faisait vraiment de l'électro chill, puis après de la French touch. Puis en fait, au fur et à mesure que ça a évolué, moi, je préfère faire confiance à mes oreilles qu'à un style. J'aime pas faire tout le temps la même chose. J'aime pas quand c'est redondant. C'est pas forcément, je suis pas quelqu'un qui cherche la facilité à dire bon, on va refaire les mêmes parcours, on a réussi avec un artiste dans ce style, on va reprendre exactement la même stratégie. Non, moi je préfère dire la musique, j'écoute plein de styles de musique différents. Si je travaille dans la musique, c'est parce que c'est ma passion, c'est parce que j'aime ça, donc j'ai envie de le faire pour les bonnes raisons. Donc en fait, si je deviens fan d'un groupe et que je peux potentiellement leur apporter quelque chose, que humainement ça match, on arrive à se comprendre, à avoir des projets en commun, à ce moment-là, on peut envisager quelque chose. Et donc forcément, moi je vais écouter de la musique parfois qui va être liée à des moments tristes, à des moments heureux. J'écoute plein de choses différentes. Pour moi, je trouve que c'est un peu une ineptie de dire qu'on aime qu'un style de musique. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment qu'un style de musique. Hein, c'est ça. Très souvent, dès qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que t'aimes comme musique, tout le monde te répond de tout. Mais c'est normal parce qu'en fait, la musique, elle est liée à différentes étapes. Il y a des musiques, c'est du divertissement, c'est pour s'amuser. Il y a des musiques, elles sont par rapport à... Ça peut être de la tristesse, ça peut être au contraire l'évasion, le voyage, ça peut être... Clairement, on fait des playlists pour tout, hein, pour toutes les humeurs, pour tous les moments de la vie. Ça, il y a les playlists de style, il y a des playlists de mood, et en fait... forcément, on n'écoute pas les mêmes choses quand on est à l'apéro que quand on est en pleine séparation et qu'on est triste. Donc, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Même s'il n'y a pas de règle au final. Mais, évidemment. Donc voilà, donc ça marche beaucoup plus au... Peut-être qu'une musique d'apéro pour une rupture peut aider. Je sais pas ce que t'en penses. L'apéro pour la rupture est une solution. Oui, l'apéro pour la rupture est une solution, mais une musique qu'on écoute plutôt en apéro où il faut danser, je pense que
essayer de le mettre pour des moments de rupture et ça peut aider un petit peu pour le mood. Ça peut booster le moral, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène à 22 ans, parce que tu avais 22 ans quand tu as fondé le label, c'est ça? Ouais. Comment tu arrives à te dire je monte mon propre label? Parce que en fait, aujourd'hui, enfin même depuis longtemps, je pense que c'est le cas, on voit beaucoup de personnes qui essayent de monter leur label en indé. Qu'est-ce qui fait que tu en arrives là à te dire je vais monter mon propre label? Et puis surtout, comment ça se fait que finalement, 7 ans plus tard, tu es encore là, à ton avis, selon toi? Déjà, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à monter un label? Je pense la passion, le fait d'être complètement impliqué dedans, de pas forcément se dire je suis pas forcément légitime pour être un artiste parfois et dire autant aider les artistes tant que possible. Moi en l'occurrence l'âge déjà c'est pas je trouve que c'est plus compliqué de monter une structure quand on a 40-50 ans parce que très souvent on a beaucoup plus de responsabilités, on a souvent une famille, des enfants, plein de choses. Tu prêches une convaincue hein. Voilà. Pour moi monter une structure quand on est encore étudiant et qu'on n'a pas besoin d'en vivre on va dire immédiatement, on a la motivation, on a l'énergie, on a la naïveté et on a beaucoup moins de choses à perdre. Donc on va dire je suis totalement d'accord. Je trouve ça plus facile et souvent on dit mais à tel âge et que ça. En vrai, moi je le vois plutôt comme un chemin plus facile. On a beaucoup moins de charges, comme tu dis, on n'a pas d'enfants, parfois on habite encore chez ses parents. Évidemment qu'on ne dépend pas de la réussite de son entreprise pour vivre. C'est ça. Alors qu'à 40 ans, oui. Et c'est je pense, ce qui fait aussi que derrière, tu as la patience de construire. Parce que ce qui est le plus dur, je pense dans tous les secteurs, mais c'est encore plus vrai dans la musique, c'est qu'il faut être patient. C'est que ça se fait pas en un an, juste quand on connaît le mode de fonctionnement de la collecte des droits, etc. En fait, ça peut mettre des années à faire retomber certaines choses. Donc en fait, il faut prendre le temps. Et prendre le temps, si on a des contraintes économiques, c'est compliqué. Donc monter à 22 ans, oui, la petite particularité, c'est que en fait, moi, je faisais de la musique déjà avant. J'avais eu une expérience notamment en major qui s'était pas forcément très bien fini, mais pour des raisons qui n'étaient pas liées au fait que ce soit une major, mais plus que humainement, il y a eu un événement un petit peu difficile qui a mis fin au projet. Et en fait, derrière, moi, j'avais toute cette naïveté, toute cette ignorance de ce milieu-là. Et pour moi, c'était juste une passion, juste un rêve. Et d'un coup, tout qui s'effondre, ça a été un peu dur à vivre. Et quand je me suis retrouvé quelques années plus tard dans ma chambre d'étudiant à faire de la musique avec des artistes électro qui ont commencé d'un coup à exploser au niveau mondial. On parle de Kungs, Tescadet, Klingand, Offenbach et compagnie, toute cette génération un peu de geeks qui faisaient de la musique sur ordi. Moi, je faisais des musiques pour payer mes soirées étudiantes, pour payer des extras, etc. Je vendais les morceaux et en fait, on a commencé à me faire des propositions assez intéressantes pour sortir mes propres morceaux. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, mais pas de la même manière qu'avant. Je vais me structurer, je vais plus me protéger, je vais apprendre. Et en fait, c'est un long processus. Hein. C'est ça, et en apprenant, en découvrant des choses, je me suis rendu compte que en discutant avec d'autres artistes, j'étais là, mais ils connaissent pas ça, ils ont besoin d'être aidés là-dessus. Et du coup, au début, il y avait une demande. C'est toujours un besoin, une demande que tu as envie de combler et là, tu mets tout en œuvre pour combler ce besoin, même quand tu as 22 ans. Quoi. C'est ça. L'état d'esprit, c'était... je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça à ce moment-là. C'était de me dire, y a des gens qui sont bien plus talentueux que moi, qui en fait font des erreurs par ignorance et des erreurs qui peuvent leur faire mal. Des erreurs que moi j'ai pu faire, mais par ignorance, hein, c'est normal de faire des erreurs. L'idée, c'était de dire il faut qu'ils soient accompagnés. Et donc au début, j'étais là, tant que je peux les aider, je vais leur filer un coup de main. Puis en fait, j'ai pris goût à ça et ça m'a bien plu. Et j'ai vu qu'il y avait un réel apport, qu'ils étaient contents de ce que travail, je pouvais faire avec eux, de ce que etc. tu fournissais comme service. Okay. Ça, et puis au final, après, il y a des relations qui se créent humaines et artistiques et qui font que on se dit oui, ça c'est cool. Et moi, j'avais pas du tout l'impression de travailler. Ouais. Et en plus de ça, ça se passait plutôt bien. Donc j'étais là, en fait,
À côté de ça, je galérais un peu en prépa, donc c'était pas en même temps, c'est un peu Prépa normal quoi scientifique. J'étais en PC Toi aussi, exactement. donc mais t'étais bien dans la catégorie geek qui faisait de la Ouais, musique électro. tout à fait, mais du coup, la difficulté, c'était de se dire, en prépa, c'est normal de galérer si on passe du temps à faire Oui, de la bien sûr, musique et bien gérer sûr, des bien gens sûr. à côté. Désolé papa, maman qui ont vraiment cru que j'allais faire une voix plus traditionnelle et plus tranquille, mais au final qui sont super contents maintenant. Oui, j'imagine. Mais J'imagine vu le parcours que t'as, hein, parce ouais, que alors le parcours pour l'instant, moi j'ai rien fait et j'ai encore plein de rêves que j'ai envie de réaliser et de cocher. j'imagine. Mais On n'est jamais, c'est un peu l'entrepreneur qui en veut toujours plus, ou même pas que sur le plan professionnel, mais j'imagine aussi sur le plan personnel, il y a toujours des choses que tu as envie d'atteindre. Voilà. ouais, en fait c'est surtout tu commences en ayant des rêves mais, sans réellement y croire. Puis tu commences à en cocher un, puis deux. Puis après, tu commences à voir d'autres choses où tu te dis, donc ça devient possible. Et en fait, plus tu avances, alors tu as toujours des moments qui sont plus compliqués, mais tu commences à regarder derrière toi. Et là, tu te dis, bon, j'ai aucune idée de comment on va atteindre ce rêve-là. Mais on va le faire. Mais par contre, j'avais aucune idée de déjà comment ça allait se passer avant. Bien Donc en sûr. fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une inconnue. Donc souvent, on a peur de l'inconnu. Sauf qu'en fait, moi, c'est une aventure et je trouve ça cool. Et donc c'est pour ça aussi que on n'a pas de style à proprement dit. Je suis fan d'un projet musical. On décide de faire un bout de chemin ensemble. On commence et j'ai aucune idée de Oui, comment on va atteindre ce qu'on a envie d'atteindre, si on va l'atteindre en plus de ça. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique et c'est ce qui fait qu'à chaque fois on a des surprises, des choses bien sûr. énormes Bien sûr. avec des anecdotes complètement folles qui se passent tous les jours et c'est génial. Et le fait de pouvoir partager ça avec une équipe maintenant parce que j'ai une super équipe autour Parce de que tu moi as chez été seul, Riptide. enfin presque seul, quasi seul pendant des années quand même. J'étais seul parce que j'avais la volonté de pouvoir être proche des artistes et donc de ne pas vouloir faire du volume déjà. Donc ce qui fait qu'économiquement c'est plus compliqué. Et en plus de ça, de dire je veux pas fermer le champ des possibles. Je veux pas forcément, si une musique, on a peut-être le préjugé que parce qu'elle est chantée en français, elle va pas marcher au Japon, alors qu'en fait elle peut très bien marcher au Japon par exemple. Et en fait le fait de pas vouloir se fermer de porte comme ça, de pouvoir être mobile et suivre les artistes là où ils vont, en fait, je travaille beaucoup plus sur dire bon, on va trouver des personnes compétentes, mais par exemple, si ça marche au Japon ou sur le marché japonais, donc je vais Bien pas sûr. recruter quelqu'un Bien en sûr. France. Donc en fait, pendant un moment un peu seul, du coup, c'est sûr quand on doute, etc., et qu'on est tout seul, parfois La solitude de l'entrepreneur, on connaît tout ça. ouais, et en même temps, c'est pas non plus une solitude parce qu'on partage le truc avec les artistes. En même temps, puis voilà, t'es entouré des artistes avec qui tu collabores, tu t'entoures, j'imagine, personnellement aussi d'amis, de ta famille qui te soutient. C'est Totalement. hyper important dans n'importe quel projet de s'entourer, même quand c'est pas en termes d'équipe professionnelle, c'est toujours très important, surtout quand on fait de l'entrepreneuriat, de s'entourer comme ça. Clairement, en fait, l'entrepreneuriat, moi, il y a une chose, c'est que déjà, dans ma famille, mon père, mon grand-père, mon oncle, il y a beaucoup de gens qui ont entrepris, qui ont monté des boîtes, qui sont aussi, qui ont eu des super réussites comme des gros échecs. Bien sûr. Ça fait partie du ça. chemin de l'entrepreneur, hein, de toute façon. Donc en fait, quand de base, tu es habitué à voir que ça marche ou que ça marche pas, mais de voir ce chemin-là, t'as beaucoup moins de barrières de se dire je vais me lancer. Ouais, bien Et sûr. c'est une facilité là-dessus. Moi, j'ai eu de la chance là-dessus. Et ensuite, c'est quelque chose où forcément, parfois les gens comprennent pas tes problématiques ou voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup de partage entre les gens qui montent des structures parce que tu te comprends, peu importe le secteur, parce que tu es confronté à des difficultés similaires, à souvent avoir ce côté, on a l'impression que parce que tu es dirigeant, tu n'as pas d'empathie, au contraire, tu te sens une responsabilité beaucoup plus forte. En tout cas, moi, Bien sûr. je me sens, mes employés, c'est ma famille et je leur dois des comptes. Donc maintenant, Voilà. j'ai beaucoup plus de stress à me dire, je me plante sur des projets.
il faut que je sois en capacité Bien de sûr. pas les mettre en difficulté eux, parce que eux me font confiance, et justement, de la même manière que les artistes, je dois leur rendre cette confiance. Puis pour être un bon leader, faut de l'empathie. Ouais, de toute façon. Mais de toute façon. façon, c'est, en plus de ça, si t'as pas d'empathie, t'as rien à faire dans la culture, j'ai envie de dire. Parce Oui, que justement, la culture, c'est une sensibilité. Donc, Ouais. si t'as pas d'empathie, t'as pas de sensibilité. Et puis j'ai envie de dire, moi qui connais un petit peu le milieu, le label, voilà, t'as pas. J'ai déjà vu des label managers avoir un petit peu ce rôle de psy avec certains artistes, parce que être artiste, c'est quand même un chemin très tumultueux. Tu places beaucoup d'espoir dans des singles, dans des projets qui parfois ne voient pas le jour, ou alors ne sont pas accueillis avec autant comment dire, avec autant d'enthousiasme par un public, alors que voilà, toi aussi, ça a dû t'arriver. Un jour, tu mises sur un projet, t'es sûr que ça va marcher, et puis finalement, ça n'a pas l'accueil escompté du public. C'est ça, et en fait, après, avec le recul, qu'est-ce que c'est marcher? C'est plus les objectifs personnels que tu t'étais donné là-dessus. Si t'as envie d'en vivre, si c'est juste pour le plaisir, ou voilà. Euh, Ouais, au final, de toute façon, il faut beaucoup d'écoute, et pas seulement parce que c'est de Oui. la musique, mais il faut Les artistes qui ont c'est quand ça. même besoin d'être rassurés, on est C'est ça, d'accord. en fait, de toute façon, si tu veux pouvoir euh, travailler, en tout cas dans ma vision des choses, avoir une bonne collaboration avec un artiste, il faut être à l'écoute de ce que lui a envie de faire, de là où il en est. Donc forcément, c'est pas de la psychanalyse, mais on est proche des personnes, on discute Oui. avec eux, et oui, ça arrive des fois recevoir un morceau et de dire oh là, celui-là, je suis pas sûr, mais explique-moi. Parce qu'en fait, Il y je a suis quand pas. même un cheminement derrière, donc oui. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois. L'exemple suprême, c'est l'art contemporain. Quand tu vas dans un musée, des fois, tu peux avoir un tableau qui est tout blanc. Et tu vas dire, ouais, mais c'est quoi ce bullshit? Le truc, il est tout blanc, il n'y a rien. Enfin, mec, moi aussi, je peux faire ça. Puis après, si tu as un guide qui est avec toi, le gars va te dire, toi aussi, tu peux faire ça. Bah, pourquoi toi, t'es pas exposé dans ce musée? Pourquoi ton tableau tout blanc, il vaut Bien sûr. pas tant comme ça? Et là, tu te dis, ouais, ok, il a dû baratiner ou quoi. Puis en fait, tu dis, bah ok, et explique-moi le baratin que c'est pour toi. Et d'un coup, en fait, quand le guide t'explique ça, au final, d'un coup, tu comprends et tu te dis, ouais, pas déconnant. En fait, l'explication qui est derrière est intéressante. En fait, souvent, le plus intéressant, c'est la démarche, Ouais, bien sûr. c'est pas le résultat final. Tu vois, typiquement, il y a toujours des musiques auxquelles on est moins réceptif immédiatement. Mais avec l'explication derrière, ça peut être génial. Moi, je sais que j'aime beaucoup le hardcore en rock. J'aime un peu tous les styles, mais le hardcore en rock, au début, c'est un truc où les mecs qui crient dans des micros, je me disais, ouais, enfin, tranquille les gars, détendez-vous, tu vois. Et en fait, j'ai eu la chance de faire un échange aux États-Unis avec une famille quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, c'était une famille où justement ils géraient un studio d'enregistrement. Le grand frère était dans Bullet for My Valentine. Ah, d'accord. Il y avait une famille qui vivait que pour ça. Et en fait, ils m'ont emmené sur une convention musicale à Lancaster. J'ai pu rencontrer plein de groupes dans les studios, etc. Et en fait, j'ai découvert tout l'univers, toute la démarche qu'il y avait derrière. Et en fait, c'est un peu comme le vin ou le café. Quand t'es enfant, t'aimes pas. Après, t'aimes plus ou moins. Des fois, t'es Bien pas sûr, ouais. réceptif. Mais par contre, quand on t'explique les nuances, t'arrives à dire ah, celui-là, j'apprécie plus que celui-là. Et en fait, donc forcément, t'as des goûts de base qui sont que tu peux pas dénaturer. Mais après, quand on t'explique les nuances, tu comprends et t'apprécies. Et en fait, plus t'apprécies, plus tu deviens amateur et t'as envie de découvrir la suite. Et pour moi, c'est pour ça que c'est foncièrement social, parce qu'en fait, la création, elle vient d'une inspiration, et l'inspiration, elle vient de la société dans laquelle tu vis, etc., de ce que tu De vis. ton environnement, C'est ça, évidemment, bien sûr. Tu vois, les peintres, on parle de périodes avec des couleurs particulières, etc. Ça, c'est intimement lié à ce qu'ils vivent. On est d'accord. Pour revenir un peu à toi, ton parcours, alors Antoine Champ, c'est 10 ans de carrière à peu près, Ouais. c'est ça? Ouais, alors attends, laisse-moi compter. Ouais, ça va faire 13 ans que je fais de la musique, que j'arrive plus ou moins, on va dire, à en vivre. Au début, c'était plus compliqué, mais Bien sûr. ça va faire 10 ans, ouais. Ok. Et à ton palmarès, tu as quand même du coup 5 disques de diamant, 2 disques d'or. Ça fait combien de streams, ventes à peu près tout ça? Oh là, T'arrives même plus à compter. je sais pas exactement, parce que je t'avoue que c'est super chouette, mais c'est pas, je
je m'attarde pas trop là-dessus non plus, parce que en fait, l'anecdote un peu marrante, c'est que j'avais la volonté de faire un album qui me ressemble, et j'ai fait un album très musique californienne, assez solaire, etc., assez chill, tu vois, mais relativement dansant en même temps, donc avec des super artistes qui ont collaboré dessus, etc. Donc un album où j'étais vraiment fier de sortir cet album, et de manière assez surprenante. Ça marchait plutôt pas mal en France, on faisait des promos, etc. D'un coup, on a eu une sorte de raz-de-marée qui arrivait d'Asie, sans qu'on s'y attende. Sans vraiment connaître l'origine, on a essayé de remonter un peu, mais d'un coup, en fait, il y a un morceau, puis 2 morceaux, puis 3 morceaux qui se sont mis à devenir énormes en Asie, et notamment en Chine. Et en fait, vu que c'est pas les mêmes plateformes de streaming, vu que c'est pas les mêmes réseaux sociaux, etc., on va dire c'est un peu déconnecté, donc on prend pas les haters, donc ça c'est un avantage, on prend pas non plus tous les commentaires positifs, et vu que j'ai jamais souhaité ou poussé pour faire une tournée là-bas depuis, ça paraît un petit peu abstrait. La seule chose qui est pas abstraite, c'est que qu'elle est disque. Non, mais c'est de manière très pragmatique, c'est que on reçoit des royalty statements, donc on reçoit de l'argent régulièrement, et en fait cet argent il sert à investir dans des projets, dans ma musique aussi, et donc en fait ça met un peu en déconnexion tout ça, et je vais te dire, tu vois, c'est bête à dire, mais et au final, 100 millions d'écoutes dans un pays que tu connais pas, où tu dis il y a énormément de personnes, tu dis est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, est-ce que je suis juste dans une playlist où c'est que des halls d'hôtels qui diffusent parce que c'est une musique lounge ou pas à ce moment-là, j'en sais rien. Bon, ce qui est sympa, c'est de voir quand même, j'ai quand même fait des promos pour la Chine notamment, mais aussi pour la Corée, voilà. Et en fait, de voir que j'ai découvert par exemple que y a une communauté de gamers qui trouvait que ça ressemblait à deux héros de League of Legends qui avaient une histoire d'amour impossible au niveau des paroles d'un morceau. Alors que moi, j'étais là, mais pas du tout dans ce sens-là, mais c'est génial comme interprétation. Et mais comme quoi, nous, on pense, quand on crée, on pense que ça va plaire à une catégorie de personnes, et en fait, finalement, c'est la magie aussi, j'ai envie de dire, d'Internet, des réseaux, du stream, c'est que les morceaux sont découverts par certaines personnes, et les paroles vont résonner à d'autres personnes, d'autres personnages, dans des situations un peu cocasses comme celle-là. Alors que, en plus de ça, pour être complètement honnête là-dessus, le morceau en l'occurrence s'appelle Easy Come, et ce morceau, les paroles, c'était que moi j'ai pas la volonté de passer un grand message ou autre, je me sens pas forcément légitime, je préfère faire de la musique pour la mélodie, pour la musicalité, et pour du divertissement, pour s'amuser. Moi c'est un exutoire, et c'est l'idée que ce soit aussi un exutoire pour les gens. Et les paroles de ce morceau, c'est surtout que Easy Come, Easy Go, ça veut dire laisse aller en gros en anglais. Et c'était plus, l'expression elle sonne bien, ça groove, on va utiliser ça. Et au final, c'est même... Rien de plus. C'est ça. Et même récemment, j'ai reçu des messages d'Ukraine et de Russie, où le morceau marche bien aussi, où des gens me disaient on a écouté ça dans les tranchées, et le fait de laisser aller, ça nous a bien aidé. Il y a des gens aussi qui t'envoient en mode j'ai écouté ça pendant que je faisais mes chimios et tout, ça m'a permis d'aller mieux. Et toi t'es là, tu te dis waouh, l'ampleur du truc, c'est ouf. Et donc en fait c'est pour ça que je pense que un peu pour se protéger, autant je regarde à fond tout ce qui est les chiffres au niveau de mes artistes, parce que je construis mes stratégies avec ça, autant sur mes morceaux j'ai un peu lâché l'affaire, parce que je pense que ça m'effraie un petit peu aussi, parce que t'as à la fois tout ce côté cool, toute cette interprétation, puis il y a des gens, ça leur rappelle des souvenirs très mauvais ou autres, et t'as des messages de haine pure, voire des trucs où une fois j'ai vu un message où c'était assez marrant, chose que j'avais jamais personne n'avait capté. J'ai 2 petites sœurs, elles n'avaient même pas capté. On verra pas là parce que j'ai un casque, mais mes oreilles, il y en a une qui est un tout petit peu plus grande que l'autre, mais un peu comme tout le monde, elles sont pas pareilles. J'avais jamais remarqué. Sauf que moi par exemple, je sais que c'est un complexe personnel. Et il y a quelqu'un qui a fait un message d'une dizaine de lignes en me disant que j'étais un salaud, tout ce que tu veux, plein de noms d'oiseaux. À cause de tes oreilles et derrière qui a dit ouais, en plus avec tes oreilles difformes, avec l'une plus grande que l'autre. Le gars a vraiment dû analyser des photos ou des trucs, parce que genre
pour il voir a la le temps diff. déjà de faire ça. Ouais, mais du coup, Qui a le temps d'analyser autant sauf de que choses. c'est là où tu dis, si la personne prend le temps de faire tout ça, etc., c'est que ça l'a vraiment touché. Mais ça l'a touché de manière négative. Et c'est là où aussi, d'un coup, tu commences à réfléchir. Question, Et en fait, c'est là où, en sûr. fait, faut pas trop réfléchir. Ok, et donc, en fait, c'est pour ça que les chiffres, c'est super. Ok. Par contre, c'est toujours, c'est un rêve pour un artiste d'avoir un disque d'or. Là, j'ai fait un seul album. 5 disques de diamant. C'est ça, j'ai fait un seul album. Et l'album, en moins de 6 mois, il a été disque d'or. Et dans le top 10 des albums à l'export, où j'étais entre Orelsan et Angèle. Et j'étais en mode, ça a aucun sens. C'est Personne l'album me connaît. Riverside. Ouais. Ok. Et ça avait aucun sens. J'étais là, genre, il y a Angèle, Orelsan, etc. Moi, personne me connaît. Ils ont dû se dire, ils ont fait une erreur au Centre national de la musique en comptabilisant les ventes parce que c'est pas possible, quoi. Mais d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ça parce que il y a quelques années, j'imagine que tu t'en souviens, mais dans l'émission Popcorn, Domingo, il avait fait les actus de PA et le thème de ces actus, c'était ces Français connus à l'étranger mais inconnus en France. Ouais, déjà, qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette étiquette et est-ce que cette étiquette est vraie ? Est-ce que quand tu regardes tes stats, quand même un peu d'audience en termes de géographie, est-ce qu'elle est totalement vraie ? Et surtout, qu'est-ce que ça te fait d'être étiqueté comme ça Parce qu'il y a pas, c'est peut-être pas le seul qui l'a dit en plus. Ouais, alors, tu sais, étiquette, j'en sais rien si c'est une étiquette qu'on me met. Après, c'était pas péjoratif dans sa bouche, c'était pas du tout ça, c'était plus pour montrer l'ampleur qu'il pouvait y avoir sur certains projets francophones. Je pense qu'en fait, on me connaît pas assez pour réellement me mettre une étiquette, mais je pense qu'il fait des chroniques et il y a beaucoup de chroniques qui ont été faites justement sur, en fait, quand on dit nul n'est prophète en son pays, c'est le cas, il y a des artistes comme ça qui sont bien plus connus à l'étranger qu'en France. Et je pense que là, comme il y avait les rapports du CNM qui étaient sortis, etc., ils ont essayé de faire une chronique un peu justement en disant c'est surprenant. Et en l'occurrence, pour Domingo, la petite particularité, c'est qu'en fait, il y avait Pomme qui était invitée sur le plateau. Oui, et Pomme est une amie de ma petite sœur. Ouais. Donc en fait, c'était un peu pour la faire réagir aussi, pour essayer de rebondir sur le truc, etc. Voilà, donc c'était assez. C'était assez cocasse, ouais. Et pour revenir un peu sur une autre de tes casquettes, donc plutôt sur le label manager, directeur, signer un artiste, signer un nouvel artiste, un nouveau projet, c'est quand même un peu un coup de poker parfois. C'est parier sur le bon cheval. Comment on en arrive à pas douter dans ces moments-là ? Comment on se dit c'est celui-là sans être trop subjectif par rapport à ses goûts ? Tout à l'heure, tu parlais de tes goûts perso et ce que t'aimais. Comment on arrive à se dire c'est pas personnel ? Parce qu'évidemment que t'es forcément impliqué personnellement sur tes goûts. Ouais, en fait, je vais te dire, c'est justement, je le maintiens un peu personnel. Je pense que c'est... c'est un choix. En fait, moi, je pense que tu vois, y a, de toute façon, une signature, c'est une certaine sensibilité que tu vas avoir. Et c'est aussi te dire, est-ce que je suis capable d'apporter quelque chose à la personne ? C'est se dire, est-ce que je suis tellement convaincu que ça va marcher que je vais réussir à convaincre ? Au final, tu vois, ça a toujours été un vrai questionnement. Pourquoi un tel plutôt qu'un autre ? Et maintenant, je pense qu'avec un petit peu plus d'expérience, même si j'ai encore plein de choses encore à découvrir, à apprendre, je pense que maintenant, tu vois, j'entendais sur les réseaux, dans des émissions, etc., pas mal de directeurs de labels, plutôt de grosses structures qui parlaient de l'importance de TikTok, de plein de choses. Je vais te dire, moi je suis pas une major, mon objectif c'est pas d'avoir un numéro 1 des ventes en France ou d'être top radio, etc. Moi j'ai envie de prendre du plaisir. Si j'ai arrêté du coup la prépa scientifique et l'école d'ingénieur, c'est parce que j'avais envie de m'éclater dans mon taf. L'avantage d'être indépendant, c'est de pouvoir faire un peu ce que tu veux et de te dire, en fait, oui, je vais pas être bloqué, donc faut pas se mettre de barrière, en tout cas pour une petite structure indépendante comme la mienne. Et en fait, à ce moment-là, moi j'y vais vraiment, t'as pas d'abonnés, t'as même pas créé de réseau, t'as même peut-être des fois pas de nom d'artiste. Par contre, si musicalement ce que j'entends, ça me prend aux tripes, ça me parle, il y a des chances qu'on bosse ensemble. Tu vois, je vais te dire, je pense que le meilleur directeur artistique chez Riptide, c'est les frissons. Quand on va voir un artiste en concert, c'est joliment dit. Tu sais, quand t'as la chair de poule pendant un concert, c'est incroyable. Moi, je trouve que le live déjà c'est hyper important. Ouais, de ouf. Mais après, il y a aussi des artistes, tu vois, qui peuvent être
des très bons interprètes, mais qui ont encore jamais travaillé live parce qu'ils savent pas comment jouer leurs morceaux ou qu'ils n'ont pas l'expérience ou les moyens. À l'inverse, tu as quand même des artistes qui vont se révéler complètement en live, on est d'accord? Bien sûr. Puis après, il y a des opportunités aussi. Des fois, tu as un artiste qui est déjà installé et qui en fait dit ouais, j'aime bien la philosophie de telle structure, j'ai envie de bosser avec eux. Puis toi, on te propose le truc et tu dis je n'avais pas anticipé, mais pourquoi pas? Je savais pas qu'ils n'avaient pas de label. Et du coup, tu as plein d'histoires différentes. T'as pas une signature qui sera la même ou pour les mêmes raisons. Est-ce qu'il y a des choses qui pèsent dans la balance quand même quand tu vas signer quelqu'un, parce que c'est quand même un investissement et personnel et de temps et aussi financier, qu'on se le dise. Nous on signe peu pour justement pouvoir apporter un maximum à chaque artiste que tu as et surtout aller au bout du truc, de pas se dire bon, on a fait les choses à moitié quoi. Du coup on signe peu parce qu'on n'a pas la capacité de faire forcément plus. Mais je pense que le point commun entre toutes les signatures, c'est que tout bêtement, on est fan de l'artiste. Et je pense que ça, même maintenant, ça va un peu plus loin. C'est que l'artiste, pour qu'on en soit fan, moi, faut on va dire, il y a beaucoup de morceaux que j'aime bien, mais entre aimer un morceau et être vraiment fan du morceau, il faut qu'il y ait une singularité, il faut qu'il y ait quelque chose qui me touche. Donc je pense que déjà, il faut qu'il y ait un côté... pas décalé, mais un côté un peu unique, tu vois, dans l'artiste, sans non plus, j'ai pas la prétention de dire que je signe des gens qui inventent des nouveaux courants musicaux, hein. Mais d'avoir vraiment, tu vois, un truc qui, moi, me touche en termes de singularité. Et en fait, cet aspect aussi, je pense que c'est une erreur que je faisais au début, c'est que on signe pas un album ou un disque, mais... on fait un partenariat avec un artiste. Et en fait, l'artiste, c'est un humain, et c'est un humain qui va évoluer. Et en fait, si on veut développer une carrière, ça ne va pas se faire que sur un disque, ça va se faire sur plusieurs disques, ça va se faire sur plusieurs années, et la personne va évoluer. Et en fait, du coup, il faut aussi prendre en compte cet aspect que moi, au début, je ne prenais pas forcément suffisamment en compte, dans le sens où la personne va évoluer, la musique qu'elle fait à l'instant où tu la signes ne sera pas la même musique que celle qu'il va faire dans un an. Et en fait, si toi, tu es engagé et que tu veux l'accompagner à aller dans la démarche, il faut que tu aies suffisamment confiance dans là où peut aller l'artiste, et tu n'en as aucune idée. Donc en fait, c'est là où le côté singulier et le fait de dire la personne me prend à contre-pied, un peu à contre-courant, à Riptide. On la cale, celle-là. C'est l'explication du nom. Allez. Bien calé, tu vois. En fait, ce côté, justement, dire on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, à la fois c'est excitant et ça peut être effrayant. Ouais. Et en même temps, justement, je pense qu'avec l'expérience, tu commences à sentir aussi que ça match, qu'il n'y a pas uniquement l'aspect musical à l'instant T qui match. Et je pense que moi, de toute façon, dans mon taf et dans ma vie de tous les jours, ce qui me plaît le plus, c'est pas forcément les gros concerts. J'aime bien, ou les petits concerts, hein. C'est pas forcément le moment où tu reçois un disque d'or, un truc comme ça, bien sûr c'est des fiertés, mais le moment le plus excitant, c'est le moment où tu reçois les démos de tes artistes, les prochains morceaux qui vont sortir. À chaque fois, il y a une sorte d'excitation qui pas trop tu vois, qui s'explique pas trop, mais genre nous au bureau, dès qu'on reçoit un clip par exemple qui va mettre en lumière le projet d'un artiste, un peu dévoiler son univers, mais surtout quand on reçoit les démos, tu vois, quand tu reçois les maquettes d'un nouvel album, t'es toujours très excité, parce que t'es là, tu te dis, en fait faut se dire, c'est comme si je suis fan de Oasis, et que Oasis, d'un coup j'avais le droit d'écouter le nouvel album, tu vois. Et en fait, tout le monde, quand t'es fan, t'es trop excité de dire ouais, il y a le nouvel album, génial. Là, en fait, tu l'as en avant-première. Et du coup, c'est ça qui est super sympa. Et d'un coup, quand tu l'écoutes, tu commences à te projeter, à rêver, avoir la vision. Avoir Et avant même d'avoir la stratégie, le marketing ou quoi en tête, tu commences à dire mais ce morceau-là, dans un zénith, ça va être incroyable. Alors que tu vois, t'en es à remplir une salle de 100 personnes, pas du tout au Zénith, mais on voit grand, c'est pas grave. C'est ça où tu te dis, mais ça me fait tellement penser à plein de musiques de films, de trucs. C'est là que tu vois les influences de chacun. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment le moment où moi je prends le plus de plaisir, c'est de recevoir les démos. Et en fait, c'est pour ça que des fois je tanne mes artistes pour qu'ils les envoient, et souvent ils sont un peu non, mais on attend d'avoir plus avancé, etc. Non, s'il te plaît, non. Je suis trop impatient. Et c'est ce qui te motive, et c'est ce qui te fait continuer, et c'est ce qui fait que, on va dire, pas peu importe l'aspect financier, parce que l'aspect financier il est prépondérant, il est très important, et il faut avoir une cohérence dans ce qu'on fait. Mais en fait, justement, il amène cet accès de folie
et cette motivation et cette émulation qu'on va avoir tous ensemble. Et en fait, quand tu commences de la jeunesse de la démo au moment où tu te retrouves au concert, un peu la release party de l'artiste, y a Tout ce chemin que toi ouais, tu connais. il y a un chemin qui est trop bien et tu vois, c'est ce qui rend le truc super heureux. Et en fait, c'est justement les démos, pour moi, c'est le début du chemin. Donc en fait, c'est D'accord. vraiment le moment où tu pars un peu à l'aventure, quoi. Ok. Du Et bon saké, je pars pour une aventure. on continue sur les références. Et quand tu as un projet, malgré toutes les belles choses que tu viens de dire, quand tu as un projet comme ça, même si tu as mis une vision, même si tu as adoré la démo, qui va pas décoller, qui a pas, comme on en parlait tout à l'heure, l'accueil du public n'est pas aussi enthousiaste que tu l'aurais imaginé, c'est quoi tes next steps après ça? Est-ce qu'il y a une remise en question? Est-ce que évidemment que c'est un apprentissage, c'est jamais un échec, on est d'accord. Mais comment tu vois ça? Comment tu te dis, bon, alors, j'avais pas anticipé ça, mais est-ce qu'on peut anticiper? Je pense pas non plus. Alors On peut pas anticiper. en fait, tu peux avoir un échec sur certains points. Ça peut être un échec financier, un échec marketing, ou voilà. C'est jamais globalement un échec parce que tu as quand même fait des choses, Ouais. tu as produit quelque chose, tu as présenté quelque chose. Ceci étant, il faut toujours se remettre en question. Déjà, tu peux jamais être certain de la stratégie que tu choisis pour développer un morceau. Tu vas prendre 100 personnes qui doivent monter une stratégie, 100 personnes vont faire des stratégies différentes. Alors forcément, il y a beaucoup de choses qui vont être en commun, dire oui, il faut utiliser tel outil ou tel outil. Mais en réalité, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais pas qui va être réceptif à cette musique-là. Toi, tu l'es, mais est-ce que tu es représentatif des gens qui peuvent... Bien sûr. aimer Pas ça l'échantillon C'est global du public. tu vois, là, l'autre jour, on a eu un top vente en Irak. Ok. À quel moment j'aurais cru qu'on allait avoir un top vente en Irak, tu sais, même... Mais tous les jours, c'est une surprise. Ah mais en vrai, et ce qui est cool, c'est que du coup, l'idée, c'est d'aller creuser là-dessus. Et en fait, dès que tu as un morceau qui performe moyennement, moi, je suis quelqu'un d'assez têtu de base. Genre, il faut le savoir, je suis assez... je suis une tête de bourrique quand je m'y mets. Et en fait, quand un morceau, on va dire, n'a pas la visibilité que nous, on lui voit, le but, c'est pas qu'il reste confidentiel, on a envie de le pousser. Donc Bien on lâche sûr. pas l'affaire tout de suite. Et en fait, et puis même, on la lâche jamais. En réalité, un morceau, il y a plein de manières qu'il ait de la visibilité. Et en fait, c'est juste qu'on se dit, bon, ok, on s'est planté sur la manière de le présenter. Prenons déjà, analysons ce qu'on a fait. Essayons de voir comment on peut améliorer. Et en fait, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on sort des singles, c'est pour comprendre comment fonctionne le projet, qui est réceptif, commencer à le faire connaître. Et en fait, on s'adapte. Et ce qui est très important, c'est de s'adapter, parce qu'il faut être à l'écoute de l'artiste, mais aussi du public, des professionnels, etc. Et tu vois, il y a des morceaux où, tu vois, ils n'ont pas eu de succès du tout à leur sortie, de succès commercial, j'entends. Et pourtant, c'est devenu des tubes planétaires après. Il y en a plein. Je te prends juste l'exemple de Over the Rainbow. J'adore cet exemple parce que déjà je m'en sers pour expliquer aux artistes ce que c'est que l'édition souvent, tout ce qui est les droits d'auteur. Et en fait, son éditeur, il avait signé le morceau et en fait, l'interprète, enfin l'artiste est décédé et 10 ans après son décès, l'éditeur trouve un placement pour la série Gomorrah où c'est devenu le générique. Et en fait, la série a été un énorme succès et ça a fait un énorme succès sur le morceau et le morceau est devenu un tube planétaire et après d'un coup il a été joué de partout sauf que le mec était mort depuis 10 ans. J'ai vu la série Gomorrah et j'ai pas... En fait, je pense que j'ai connu ce morceau avant de regarder la série Gomorrah. Du coup, ça m'a pas... Enfin, j'ai pas percuté... Alors, je crois que je dis pas de conneries en disant Gomorrah, mais il me semble que c'est Gomorrah. Okay, mais t'as plein d'exemples. C'est une belle musique pour une série très dark telle mais justement, que Gomorrah. Je crois qu'il y a un contre-pied, donc c'est ce qui fait ça doit aussi être oui. Mais c'est ça, tu vois, il y a des morceaux où en fait... on sait pas pourquoi des années plus tard ça revient ou alors même tu vois maintenant avec TikTok ou voilà, t'as des trends qui arrivent, t'as des morceaux ils sortent de nulle part ou même dernier exemple là avec Running Up That Hill dans Stranger Things. Ouais. Il suffit qu'il y a une synchro qui... Ça. Et le morceau avait marché dans les années 80 pour celui-là, mais il y a des morceaux qui sortent de nulle part. Et bien contente pour elle qu'elle ait gardé ses droits parce que quand il y a eu toute l'effervescence, je crois qu'elle gagnait $250 000 par semaine, quelque chose comme ça. Ouais, ça va, pas dégueu. Je crois que c'était... Non mais en vrai c'est pour ça, tu vois, c'est jamais un échec sauf si t'arrêtes complètement de le travailler. T'as toujours des opportunités, t'as toujours des moyens. L'important c'est que en fait t'es obligé de
monter une stratégie à partir de préjugés. En fait, tu es obligé d'avoir des préjugés à la base, c'est quelle étiquette tu colles sur la musique, genre. Oui, parce que en fait, les gens vont écouter dans une playlist de mood ou dans une playlist de style, ou voilà, et tu dis, on a fait un morceau qui a l'air un peu summer, etc., qui est assez dansant, forcément, on va aller chercher plutôt les playlists, les gens, etc., et le diffuser sur ce créneau-là. Mais en réalité, peut-être qu'il va beaucoup plus faire réagir les gens sur un autre créneau, et ça, on n'en sait rien. Et en fait, c'est ce qui est sympa, c'est que t'as pas de baguette magique, t'as pas de recette, et en fait, du coup, tu peux te planter, mais tu te plantes juste parce que t'as pas forcément pris le bon axe. Parce que, en fait, si t'es convaincu que la musique, elle est bonne, et que foncièrement, en termes. L'aspect technique, c'est une chose. Tu peux toujours avoir faut pas chanter faux complètement non plus, mais si quelqu'un, on va dire, a des idées, ces idées, elles vont forcément parler à d'autres personnes. Okay. Faut juste les trouver. Là, c'est tout l'avantage du digital aussi aujourd'hui, c'est qu'avant, c'était dur de se faire connaître. Fallait être dans les médias, fallait presser des CD, des vinyles, fallait connaître où les placer, etc. Maintenant, la musique, elle est disponible en un clic de partout dans le monde à des prix bien trop attractif pour que ce soit rentable et pour que les gens en vivent. Oui. Spotify, c'est pas cher, les gars. mais au final, c'est encore un autre débat, tu vois. Mais bien sûr. Je veux dire, on va pas rentrer là-dessus, on va pas rentrer dans le financier parce que c'est tellement casse-gueule. Oui, en fait, de toute façon, tu y vas pour la passion, et tu vois, et c'est aussi par contre la force, le fait de toute façon, la culture, je crois que t'es obligé d'être passionné. Enfin, mais... Évidemment que tu fais de l'entrepreneuriat souvent par passion, mais j'ai envie de dire, tu fais pas de l'entrepreneuriat dans la culture sans être... Tu sais que 70% des contenus consommés sur des écrans ou de manière digitale sont des contenus culturels. Ouais. C'est pas 70% du chiffre d'affaires qui est généré par le digital. J'imagine. Mais voilà, donc on s'est juste pas bien monétisé. Mais ceci dit, en fait, maintenant, la force, par contre, le très gros atout du digital, c'est que tout le monde peut créer et tout le monde peut être touché par cette création. Et donc maintenant, c'est à nous de se servir de ça, de s'appuyer là-dessus pour aller trouver les bonnes personnes. Bien sûr. Et aujourd'hui, du coup, tu gardes on va dire que ta casquette principale, c'est label manager. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cette fin 2024 comme réalisation? Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre avant la fin de l'année? Plein de choses. J'imagine. Je suis gourmand. En réalité, déjà on a des sorties d'albums en fin d'année, notamment les Suédois de Tomod et de Savion, deux groupes suédois. On a les 10 ans du groupe Edgar, où on a prévu une petite surprise. On a le retour d'After Geography. On a un album de Nyx qui se profile. On a plein de dates de concerts qu'on va annoncer. Des beaux vinyles qui vont sortir. Donc on va dire que ça suit son cours et que ça se passe bien. Un bel accueil pour tout ça. Après, je vais dire, je suis absolument pas stressé par l'accueil parce que en fait, moi je suis tellement convaincu de ces musiques. Et dès qu'on les fait écouter, surtout à des pros déjà, qui sont les gens les plus exigeants, on va dire, parce qu'ils en reçoivent des dizaines de milliers par jour, si eux sont convaincus, on se dit bon, il y a des chances qu'on arrive à toucher du monde. Et après, on va dire, à partir du moment où on a fait le max, on est content, tu vois. Donc voilà. Moi j'ai envie de dire, je suis bien dans ma vie, je suis bien comme ça, j'ai une super équipe que j'embrasse et voilà. Tu as dit que du coup tu n'avais pas trop de stress, et je sais qu'au départ on a parlé de ça au niveau du sommeil. Comment tu fais pour déconnecter un peu de tout ça, parce que c'est quand même un rythme qui est assez soutenu. Est-ce que tu as des petites choses qu'Antoine Champ fait pour déconnecter, pour un peu sortir parfois de la musique peut-être aussi Oui, il faut un équilibre, il faut une balance dans la vie. Quand tu es passionné et que tu fais que ça, tu finis par t'en dégoûter. Ouais, moi déjà, tu vois, je me suis dit, il faut que je maintienne le fait de faire de la musique parce que c'est quelque chose qui me parle et ça me permet aussi de comprendre mes artistes. Enfin, mes artistes, les artistes avec lesquels je collabore. Oui. C'est un abus de langage, mais du coup, tu vois, je me cale au moins une demi-journée par semaine en studio pour faire que de la musique. J'adore voyager, j'ai une petite sœur qui habite à l'étranger, donc j'essaie d'aller les voir, de voyager. Sinon, j'essaie de faire pas mal de sport parce que ça me permet de me défouler, c'est un bon exutoire. Et puis voilà. Quel sport j'ai fait pas mal de rugby et là en ce moment je me suis mis au vélo et je trouve ça vachement sympa. Rugby, ça supporte le loup du coup.
Tout à fait, tout à Ok. fait. Là, la moitié du bureau à l'abonnement Ah pour le stade. Donc, C'est bien, ça cool. reste local. Ok, pour finir un peu avec tout ça, des petites questions où je te laisserai répondre du tac au tac. Ok. Un ou deux artistes qui t'ont vraiment inspiré à te lancer, à faire de la musique. À me lancer au tout début. Voilà. Ah là, du tac au tac, je saurais pas dire. Il y en a trop, mais- Un des premiers artistes dont tu te souviens qui est vraiment... t'écoutais ça à fond quand t'étais petit. Ouais. Blink-182. Ah ouais. Ouais, moi je suis génération pop-punk à la base. Ouais, ouais je pense, ouais, eux Ok. et Green Day peut-être. Ouais, Green Day aussi. Ouais, Ok. c'est vraiment la vibe initiale. Ok, donc bien punk rock. Ouais, moi je faisais ça à la base. Ok, super. Et si tu avais un conseil à donner à un artiste qui se lance un peu en indé demain, parce que comme tu as dit, avec le digital, maintenant tout le monde peut se lancer. Comment se sortir de cette concurrence et comment être aussi lucide sur son propre projet? Ça fait plusieurs questions, mais déjà Pardon, le je conseil. suis Non, transpirée. mais bien sûr, non, mais le conseil principal, c'est patience. Ce qui fait la sélection principale et qui on va dire, bloque le plus de projets, c'est la patience. En fait, moi, je trouve ça triste, les gens qui disent ouais, je finis mes études, je prends 1 an pour faire que de la musique et si ça marche, j'arrête. Ouais, mais en fait, le temps de produire un morceau, le temps qui génère des droits, le marketing, etc., que tu en fasses plusieurs, c'est pas possible. C'est juste impossible. Ou alors tu fais un tube comme Kenya Grace qui a fait 100 millions d'écoutes en 1 mois, mais sinon, voilà. C'est dur hein, sur une société aujourd'hui qui est un peu dans le Ouais. FOMO et qui a besoin de la rapidité d'action. Clairement, mais la patience, ça te permet de... T'as plein de gens qui vont lâcher l'affaire avant, etc. Et toi, tu vas gravir les échelons petit à petit. Il y a des moments, ça va aller beaucoup plus vite, d'autres, ça va être beaucoup plus lent. Donc la patience. Et après, ça va être très cliché, mais il faut réussir à se faire confiance et à faire confiance aux gens qui te veulent du bien, qui sont autour de toi. Mais en fait, il faut toujours faire les choses pour les bonnes raisons. La patience, ça te permet de pas faire pour des questions économiques de la musique ou voilà. Bien sûr. Tu fais pas ta musique pour les radios ou pour les plateformes de streaming, etc. La plupart des tubes, ils font pas 1 minute 30 ou 2 minutes comme on nous dit qu'il faut faire. La singularité, c'est toi qui l'as, c'est tes idées, c'est ta créativité. Il faut être suffisamment une bonne force de caractère, il faut se faire confiance pour justement maintenir ça. Donc faut être patient et pas lâcher l'affaire sur ses idées. Eh bien, merci Antoine pour tous ces conseils. Merci Antoine d'avoir été mon premier invité. Merci à toi pour l'invitation. Pour ceux qui nous écoutent, je vous laisserai partager, liker, vous abonner.